Bienvenue dans Radio Vestiaire, le premier podcast qui déshabille les pros du fitness. Notre but, c'est de leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, rétention des talents. Tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les salles de sport et par ricochet leurs adhérents sont à l'affiche de cette série sans tabou, destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre but, parler pour rassembler, pour faciliter les relations au quotidien de ces acteurs qui œuvrent pour un même but, la santé physique et mentale du plus grand nombre. Aujourd'hui, dans Radio Vestiaire, j'accueille Guillaume. Salut. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Super, ravi de t'avoir sur le podcast. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, rapidement ? Oui, alors moi je suis donc de la région de Morges, dans le canton de Vaud en Suisse. J'ai grandi dans une région pas très lointaine de ça, donc Aubonne pour les personnes qui connaissent un petit peu dans la région. Et puis j'ai fait des études de management en sortie de bac, une école hôtelière donc dans laquelle on a beaucoup parlé de service et ce genre de choses, des valeurs qui me drivent encore pas mal aujourd'hui. J'ai travaillé un peu dans la restauration, l'hôtellerie et je me suis passionné pour le crossfit. À un moment donné où mes projets n'avançaient pas trop, où j'avais du mal à avancer, je me suis passionné pour le crossfit. J'ai ouvert une salle de crossfit avec un associé à l'époque. Et puis du coup maintenant on vit on arrive gentiment à nos 5 ans d'existence ici. Et puis aujourd'hui, en parallèle, donc je travaille dans une radio locale. Donc je fais beaucoup radio, entrepreneuriat et puis pas mal d'improvisation. Bientôt l'anniversaire de CrossFit Morges alors. Oui, c'est dans moins de 6 mois. Chouette. Ça va vite. Top. Comment tu es arrivé du coup la transition sortie de HL, CrossFit, entre-temps, donc tu as travaillé un peu dans la restauration. Comment tu es passé complètement dans un autre domaine ? Ça a été bêtement parce qu'en parallèle, je faisais un master de journalisme. Je voulais donc rentrer déjà dans le secteur de la radio, ça m'intéressait. Et puis, j'ai pas trouvé de travail dans la radio, justement. Je trouvais pas de place de journaliste. Et puis, j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Je me suis dit, on va attendre un peu et voir ce que ça donne. À ce moment-là, je m'entraînais pas mal. Et puis, à force de m'entraîner, j'ai commencé à coacher. Et puis, à force de coacher, mon associé m'a dit, tiens, ça serait cool, on peut ouvrir une salle. À Morges, il n'y a rien encore. Et puis, du coup, on s'est retourné sur Morges, on a cherché un petit peu. Et puis on a fini par ouvrir cette salle, CrossFit Morges. Comment ça s'est fait ? Du coup, vous avez fait tout le process, études de marché très précises, etc. Ou vous y êtes allé un petit peu Alors il n'y avait pas du talent. tout d'études précises, c'était un peu voilà combien de membres il nous faut, voilà ce qu'on peut se permettre comme loyer, est-ce qu'on trouve quelque chose ? Il se trouve qu'on a trouvé quelque chose et puis on est parti. Top. C'était avec ton associé, tu disais ? Vous Exactement, êtes plus associé aujourd'hui ? Non, on s'est séparés il y a 6 mois maintenant. On avait décidé ça pendant le Covid et puis au fur et à mesure, le temps de réorganiser un peu les choses, on s'est donc séparé. Lui, il a poursuivi de son chemin et puis il était déjà plus très impliqué dans la salle, il coachait plus, donc c'était un peu plus cohérent que je reste seul aux manettes. Ok, top. Toi, aujourd'hui, ton rôle à CrossFit Morges, tu coaches, tu gères, tu fais tout qu'une partie ? Je fais une partie, je ne suis pas celui qui coach le plus. Là, j'ai la chance d'avoir une équipe assez fixe avec Kevin et Gary, qui sont donc les 2 coachs principaux ici. Moi, je coach aussi en partie. On a aussi un mandat pour une société qui a un fitness à l'intérieur même de la société. Donc, ça me permet d'avoir 2 activités, ce qui est aussi un petit peu compliqué parce que parfois, on a des horaires où on a besoin de 2 coachs en même temps qui sont impliqués. Donc, ça nous a demandé de former des gens. Et puis là, on a formé une équipe. On a 2 passionnés aussi qui sont en formation là chez nous. Et donc, ça fait plaisir de voir des gens qui ont découvert le CrossFit chez nous et qui sont en train de se former. Justement, on en arrive assez vite finalement au sujet qui nous animait sur le recrutement. L'équipe que tu as aujourd'hui, tu les as depuis le début ? L'équipe que j'ai, alors Kevin avait commencé le CrossFit déjà où je coachais avant, donc à Rolle. Et puis il nous a suivis ici lorsqu'on s'est concentré sur cette salle ici avec mon associé. Et puis Gary venait lui de Genève, il cherchait du travail, il m'a envoyé une candidature un peu au moment où nous on cherchait des gens. Et donc c'est passé comme ça, il a commencé avec un taux d'activité et puis au fur et à mesure son taux a augmenté. Et puis là il prend gentiment la charge de la salle, donc il s'occupe un peu plus donc, de tout l'aspect opérationnel ici. C'est lui qui en est responsable et puis en fonction de la croissance de notre salle, lui ça lui permet d'avoir une croissance professionnelle qui va avec. Donc plutôt de la fidélité finalement, puisque les 2 que tu as eu au début sont toujours là. Ouais. Et moi depuis le début, j'ai vite vu un truc dans ce milieu qui n'était pas évident, c'est que c'est dur en tant que coach dans des salles de CrossFit de vivre de ça. Donc l'idée pour nous c'était dès le départ de voir si on arrivait à essayer de mettre des meilleures conditions
donc avec un taux d'activité, mais ce qui demandait un peu plus de travail. Donc avoir moins de coachs qui font 2 heures par-ci, 2 heures par-là, et avoir majoritairement des gens avec un taux d'activité. Donc c'est un pari, un challenge qu'on a fait depuis le début, qui n'a pas été évident à tenir, qui n'a pas été évident non plus avec le Covid, mais heureusement il y avait quand même des rachetés, ce qui nous a permis aussi de l'autre côté de conserver notre équipe. Donc il y avait des avantages et des inconvénients. Et puis ouais, donc aujourd'hui c'est comme ça que je vois le truc. J'essaye d'avoir une équipe la plus petite possible, je dirais, avec des gens qui ont un taux d'activité le plus élevé possible par rapport à ce qu'on peut offrir. Ça veut dire que les gens qui travaillent ici, ou en tout cas avec toi sur les différentes activités, ils sont employés, ils ne sont pas indépendants. Non, tout à fait. Ici, ils sont employés. Et puis les 2 personnes qu'on est en train de former, qui sont donc encore en formation, vont avoir un contrat à l'heure. Donc dans une première phase, ça sera un certain nombre d'heures par mois. Et puis au fur et à mesure, peut-être, s'il y a de la nécessité, on augmentera et on passera sur des taux d'activité. Il y a des challenges de ce côté-là, notamment pour être compétitif sur les tarifs par rapport aux coachs indépendants. Comment toi, tu abordes le truc et comment se passe la discussion justement avec l'équipe ? Alors là-dessus, il me semble, enfin ça il faudrait demander à mon équipe, mais que je suis assez direct de ce point de vue-là, c'est que c'est difficile d'en vivre, c'est que au début on n'a pas énormément d'heures de cours, que pour qu'on en donne plus, on a besoin de plus de monde, et puis qu'à un certain moment, on a aussi une limite dans notre secteur, c'est que nous, en ce qui nous concerne, on donne des cours à 12 personnes maximum, 15 dans certaines formules, et si on est au maximum, on ne peut pas rajouter, on ne peut pas augmenter les gens. Donc à un moment donné, il faut qu'on trouve d'autres aspects pour rendre le taux d'activité intéressant. Est-ce que c'est du travail administratif? Est-ce que c'est d'autres choses? Donc là-dessus, nous en plus, comme on est encore très jeune, parce que comme tu le disais avant, on va fêter nos 5 ans, ça veut dire qu'on a encore un petit peu de travail avant d'être arrivé à une certaine taille qui nous intéresse. En plus, on arrive en fin de bail ici, un bail que nous, on a résilié pour aller justement ailleurs en espérant trouver une salle un petit peu plus grande. Donc l'objectif, c'est de grandir gentiment, et puis j'ai la chance d'avoir des gens qui suivent depuis le début, et puis mon objectif, c'est au fur et à mesure qu'on grandit, de les faire grandir avec. Quand tu dis les faire grandir, alors la complexité du métier de coach, c'est qu'effectivement, il ne peut pas coacher 2 cours en même temps. Donc, ils sont forcément limités à un certain nombre d'heures dans la journée et du coup, à un certain tarif mensuel, même si au final, après, on peut jouer un petit peu sur les taux horaires. Mine de rien, on n'arrive jamais à des choses exponentielles. Comment tu vois cette évolution-là pour eux ? Est-ce qu'ils évoluent, comme tu disais, sur des tâches administratives? Est-ce qu'il y a du coaching en ligne? Est-ce qu'il y a du coaching personnel peut-être pour qu'ils puissent augmenter un petit peu les salaires? Comment ça marche? L'objectif, c'est d'avoir la partie fixe la plus élevée possible, en sachant que la partie variable, donc les cours privés, il y aura des périodes où ça va être très chargé. C'est clair, les périodes septembre, octobre, novembre, on va peut-être parler aussi de janvier, février, mars. Et puis il y aura des périodes où ça sera très calme, juin, juillet, août, où dès qu'il commence à faire beau, et comme il commence à faire beau et chaud de plus en plus tôt dans l'année, ça réduit de plus en plus notre période de travail. Donc du coup, oui, il y a une part variable, mais ce que je garde aussi en tête, et ça c'est parce que moi je l'ai vécu en tant que coach, c'est que tu peux coacher un certain nombre d'heures par jour, mais tu ne peux pas coacher plus que tant, et au final, si tu le fais, c'est au détriment de ta santé. Et c'est pas comme dans un métier où tu t'assieds 8 heures derrière un bureau. Je dis pas que ces métiers-là sont faciles, parce que parfois on perd aussi le côté fun quand on fait ce type de métier. Mais la difficulté, c'est que tu te retrouves à devoir coacher 5 heures dans ta journée, et ces 5 heures, elles te prennent tellement d'énergie que tu as l'impression d'en avoir travaillé 10 à 12. Donc effectivement, mon objectif, c'est qu'à terme, une partie du travail de mon équipe soit du coaching, une partie soit des tâches administratives, et puis une autre partie soit en rapport avec l'entretien de l'établissement. Ça peut être pour celles et ceux qui sont doués en bricolage. Il y a toujours des trucs à faire, il y a toujours des choses à réparer, il y a toujours des choses à construire dans une salle. En fait, l'idée, c'est à quel point est-ce qu'on arrive à améliorer en permanence l'expérience client. Et donc, si on arrive à optimiser les compétences de chacun et chacune dans cette direction, une partie du taux d'activité peut être consacrée à ça. Mais pour ça, bien sûr, il faut qu'on ait du monde, il faut qu'on ne passe pas par des périodes Covid, il faut qu'on ait la possibilité de bosser des hivers et des automnes entiers. Et ça demande pas mal de suppositions. Nous, en ce moment, en essayant de rendre les conditions de notre équipe les meilleures possibles, enfin je dis on, mais maintenant c'est je prends des risques. Je prends des risques financiers, je prends des risques entrepreneuriaux, et moi je pars du principe que ça va marcher. Mais voilà, ça repose aussi toujours là-dessus. C'est marrant parce qu'on est vraiment, avec la salle en ce moment, dans un moment très charnière où soit on prend des risques,
soit on reste exactement là où on est. Et là où on est, c'est pas la vision que j'avais de cet établissement Louvrant. C'était la première partie et c'est normal, il faut commencer quelque part. Je suis extrêmement impatient, donc ça a été très très dur de prendre sur moi. Mais voilà, donc du coup, pour grandir, il faut aussi parfois mettre la main à la poche. Et puis ça, c'est un peu les moments difficiles, surtout quand on sort du Covid. À ce moment-là, j'espérais qu'on soit à un moment un peu plus stable. Et voilà, mais ça passe par prendre des risques en ce qui me concerne. C'est quoi la vision alors, le CrossFit Morges dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera? J'aimerais bien que ce soit un centre dans lequel on passe du temps. On passe du temps pas seulement pour revenir s'entraîner, mais un lieu dans lequel aussi les étudiants, après ou avant leur entraînement, peuvent travailler un peu. Une zone dans laquelle on a de la place pour être à l'aise, discuter entre amis et se retrouver. Un lieu dans lequel ça vit régulièrement avec des événements, que ce soit des événements qu'on propose nous-mêmes en interne avec nos compétences, ou des événements comme on a déjà pu le faire beaucoup en période pré-Covid avec des intervenants externes. Sur des thématiques qui sont liées à la préparation physique, mais pas que. En ce qui me concerne, le positionnement de notre salle, c'est vraiment de travailler avec monsieur et madame tout le monde. On veut vraiment donner un espace dans lequel les gens peuvent s'entraîner, se faire du bien, mais aussi se faire plaisir. Il y a une part de divertissement qui doit être très importante chez nous, parce qu'on travaille avec des personnes qu'on a choisi de travailler avec, mais qui sont des personnes qui dédient 1 heure de leur journée à ça, mais qui ont 1000 autres trucs derrière. Et qu'elles soient là, c'est un miracle à chaque fois. Donc du coup, nous, on a intérêt à faire en sorte que ce soit un bon moment pour que ces personnes progressent, se sentent bien, et puis potentiellement apprennent des choses. Donc il y a vraiment une part éducative qui est dans la prochaine version de CrossFit Morges, dans laquelle on aura une part beaucoup plus forte liée à l'éducation alimentaire, l'éducation en termes de sommeil, et c'est aussi de trouver des réflexes sur comment se sentir mieux dans sa vie, comment prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est un écosystème qui est très grand et qui demande aussi plein de compétences que nous, on n'a pas, ou qu'on va acquérir au fur et à mesure. Donc voilà, je dirais un lieu dans lequel les gens ont du plaisir à venir, n'ont pas envie d'en partir. En tout cas, quand les personnes en partent, elles se réjouissent de revenir. Et puis dans lequel nous, on peut aussi s'éclater, parce que moi, si je me suis lancé là-dedans, c'est parce que j'avais envie de m'éclater, j'avais envie de faire des choses qui me plaisent, et le plaisir, je le trouve là-dedans. Donc pour moi, c'est extrêmement important que mon équipe trouve son plaisir aussi là-dedans. Le jour où il n'y a plus de plaisir dans le travail ici, c'est que soit nous, on a merdé quelque chose, soit la personne en question n'est plus en adéquation avec notre vision. C'est chouette, beau projet, et hâte de voir tout ça en action bientôt. Moi aussi. Je suis à peu près aussi patiente, je pense, que toi. Ça doit être un trait de pas mal d'entrepreneurs, l'impatience. Et justement, tu parles de complément de compétences, et ça fait partie des choses dont je voulais te parler aussi. Donc, tu m'as répondu sur ton associé. Aujourd'hui, quelles sont les personnes qui t'accompagnent dans la gestion, que ce soit de CrossFit Morges ou d'autres projets que tu peux avoir? Quelles ressources tu vas chercher à l'extérieur? Avec quelles personnes tu travailles? Comment tu fonctionnes? Alors au début, je fonctionnais beaucoup sur il y a un projet, on y va. Moi, je fonctionne beaucoup au projet. C'est très difficile parce que j'ai du mal à me concentrer sur une chose. Je suis tellement curieux que j'arrête pas. Maintenant, aujourd'hui, je commence à me rendre compte que les valeurs aussi que je prône de récupération, de sommeil et puis de prendre du temps pour soi, je les suis très peu. Donc je suis en train d'essayer de réorganiser ma vie là-dessus. Et je m'oriente plus dans une direction. Aujourd'hui, c'est vraiment une histoire de compétences. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être avec des personnes qui sont meilleures que moi dans tous les secteurs dans lesquels je suis moins bon. Et aujourd'hui, si je recrute, aujourd'hui, si je donne des perspectives de carrière, aujourd'hui, si je me lance dans des projets, c'est parce que je suis avec des personnes qui ont des capacités ou des compétences ou connaissances que moi, je n'ai pas. En fait, je me suis rendu compte ces derniers temps que j'ai toujours aimé, entre guillemets, être un imposteur là où je me situais. J'aime bien être la personne qui sait le moins, parce que je sais que je suis très curieux et que je vais apprendre très très vite. Et je trouve que c'est tellement stimulant d'être entouré de personnes qui te tirent vers le haut. Donc peu importe ce que j'entreprends, que ce soit dans l'improvisation théâtrale, dans le crossfit ou alors dans les médias, dans mon autre activité, j'essaye d'être entouré de personnes que j'estime être meilleures que moi ou qui ont plus d'expérience, parce que comme ça me permet vraiment d'être une éponge et puis de pomper tout ce que je peux. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est ça, je vais chercher des compétences que je n'ai pas, je vais chercher de la complémentarité, et même si je le faisais un peu au départ, aujourd'hui je pense que je le fais beaucoup mieux. Et toi, justement, aujourd'hui, dans quel domaine tu considères que là, c'est vraiment toi qui gères, et dans quel autre domaine précisément tu vas aller chercher, par exemple, si on parle du nouveau CrossFit Morges? Typiquement, c'est tout con, mais on a commencé sans fiduciaire. Au début, on partait du principe qu'on allait le faire nous-mêmes. Et là, je dis on parce qu'on était deux à ce moment-là. Et puis la vie.
Et donc, du coup, aujourd'hui, toute la partie financière purement, qui est vraiment ce qui ne m'intéresse pas. Et là-dessus, j'aurais un travail à faire parce qu'il faudrait que je passe plus de temps à regarder nos chiffres, je pense. Mais ça, c'est vraiment le truc sur lequel, dès que j'ai pu, j'ai basculé en fiduciaire. Et aujourd'hui, le moins je touche à ça, le mieux je me porte. Ce qui me permet justement de poser des questions débiles et de poser des questions en permanence. Et d'avoir donc derrière quelqu'un qui me challenge un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est un très bon aspect. Pour la suite, moi, c'est clair que ce qui m'intéresse moins à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment les compétences pures et dures en termes de préparation physique très, très, très poussée. Je ne pense pas que c'est dans cette direction que moi-même je vais aller. Par contre, dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir d'un côté un Gary qui est extrêmement curieux et qui se forme en permanence là-dessus. Et puis Kevin qui, lui, est simplement en université en termes sportifs et puis qui creuse et qui a envie de se spécialiser dans différents axes dont on parle ensemble. Des axes qui sont tout à fait possibles dans le développement de CrossFit Morges. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'au final, peut-être que moi, là où je pense que j'ai des forces naturellement, c'est plus sur l'aspect justement de la relation avec les gens, de la gestion, du suivi de la clientèle, ce genre de choses. Toutes des choses en fait que je fais presque plus parce que j'ai trop. Et l'idée, c'est justement de voir maintenant comment est-ce que je peux déléguer toutes ces choses qui me prennent beaucoup de temps et qui me font moins plaisir, et de me concentrer uniquement sur les choses, ou uniquement, en majeure partie, sur les choses sur lesquelles je suis naturellement doué et sur lesquelles les gens ont vraiment quelque chose à prendre derrière. Et je pense que c'est là où on sera meilleur. Donc dans l'organisation de la suite, ça va être, je pense qu'on va essayer de plus donner des rôles précis à chacun et chacune pour que derrière, ça permette de porter la salle. Mais nouveau, après, il y a aussi des choses que j'ai envie de faire, et puis là il y a un aspect purement financier qui permet pas de le faire pour le moment. Donc il y a aussi des étapes, et on en revient à l'histoire de la patience. Aujourd'hui je me rends compte, ça fait déjà 5 ans, mais j'ai l'impression que pendant ces presque 5 ans je me suis toujours dit ça va trop lentement. Donc voilà, c'est toujours une question de comment on gère son rapport au temps. Les 2 ans de Covid ont dû être interminables. Ouais, et en même temps c'est drôle parce que moi j'aime beaucoup, je me rends compte, l'urgence. J'aime pas me retrouver dans l'urgence parce que j'ai pas fait quelque chose, ça marche pas. Mais j'aime beaucoup l'urgence, j'aime beaucoup les crises, j'aime beaucoup ce genre de choses. Alors pas les crises humaines, mais les crises vraiment purement, il y a quelque chose et il faut trouver des solutions. Je pense que je suis très orienté solution, j'aime beaucoup les problèmes. Pas mathématiques, ça je suis très mauvais et j'aime pas ça, mais j'aime les problèmes de management, j'aime les problèmes lorsqu'il faut trouver des solutions. Et le Covid, ça a été extrêmement difficile sur plein d'aspects, ça a été difficile dans les contacts avec la régie, ça a été difficile dans les contacts avec le gouvernement pour les aides, ça a été très très difficile sur plein d'aspects qui n'étaient pas agréables, mais plein de choses qui au final échappaient beaucoup à mon contrôle. Et donc de toute manière je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais beau m'énerver, qu'au final je perdais plus des années de vie qu'autre chose et que ça avançait pas spécialement. Mais sur l'autre côté qui est il fallait trouver des solutions, il fallait être innovant, il fallait être créatif, il fallait faire bouger les gens, il fallait trouver des solutions. Là, je me suis éclaté parce que là, il y avait de l'urgence, parce que là, c'était hyper intense. Donc, je sors vraiment finalement assez content de cette période parce que j'ai énormément appris d'un point de vue humain. Non, c'est vrai que d'un point de vue purement de gérer une salle de sport, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, mais on faisait une année exceptionnelle au moment où le Covid est arrivé. Et puis du coup, c'est vrai que tout ce qu'on a envie de faire, tous les investissements qu'on a envie de faire ici et tout ce genre de choses, c'est un gros coup d'arrêt. Et là maintenant on a un déménagement, il y en a plein de choses qui arrivent et tu te dis ça ferait du bien de déménager dans une situation un peu plus stable que ça. C'est ça. Et cette période-là, et pour le coup, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis avec la salle où on était en pleine explosion février-mars 2020 et d'un coup ça s'arrête et où là tu te dis on est en mode survie pendant quelques mois. Effectivement, c'est hyper innovant et c'est vrai. Et nous, on s'était dit, ok, notre mission c'est quoi ? Est-ce que c'est de faire du sport aux gens dans une salle ? Parce que si c'est ça, notre mission elle s'arrête maintenant. Ou est-ce que c'est autre chose ? Et à ce moment-là, il a fallu trouver des solutions. Vous, la réflexion avec l'équipe au moment où ça a fermé, c'était quoi ? Survie. Non, sur le moment, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment un truc, je sais pas si on va revivre ça un jour dans notre histoire ou j'en sais rien, mais il y avait ce truc un peu qui, tout d'un coup, on était interdit de se voir et en même temps, ça a tellement resserré les liens de tellement de personnes. Et donc, du coup, on a très vite senti la demande des gens de nous... Je sais pas, il y avait une demande de nous aider. Enfin, dans le sens, les gens avaient envie de nous aider, de participer au projet. Et nous, on n'avait qu'une envie, c'était de continuer à les faire bouger, de continuer à trouver des solutions pour que ces personnes s'amusent et fassent quelque chose. Donc, du coup,
pour resituer, le canton de Vaud en Suisse a été le premier canton à passer à tout fermer, donc à faire un lockdown. C'était le vendredi 13 en plus, et donc le Conseil fédéral, sauf erreur, c'était le lundi 16, c'était quelque chose comme ça. Et donc nous, en plus c'était marrant parce que ce week-end-là, je faisais partie d'un comité d'un festival qui s'appelle Albona, et on organisait une énorme édition pour quelques semaines plus tard. Et ce week-end-là, on partait tout le comité à la montagne pour faire un week-end comité, brainstormer un petit peu, etc. Et je me rappelle, je suis dans la voiture, moi j'étais responsable de la nourriture pour tous les gens, donc du comité on était une vingtaine ou 25. Et je suis en train d'aller chez Alligro, et puis j'écoute les infos, et là, non, même pire, on était en réunion avec le plus gros sponsor, et moi je suivais, donc j'étais pas du tout dans la réunion, je suivais un peu en temps réel le conseil vaudois qui parlait de ça, et puis je vois qu'ils ferment tout. Donc moi j'informe l'équipe, ok, on ferme la salle, ce soir il n'y a pas cours, il y en a qui ont encore donné le soir même, mais nous on a fermé immédiatement. Faut que quelqu'un reste sur place pour informer les gens. Et puis moi j'allais faire mes courses chez Alligro, et j'étais en même temps en train de régler au téléphone avec les gens. Le soir je préparais à manger, et donc on a fait cette soirée avec le comité. Le lendemain matin je suis revenu à la première heure à la salle, j'avais donné rendez-vous à toute mon équipe, et puis là on a brainstormé, c'était ok, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, et on a essayé des trucs. On a essayé en fait pendant 2 ans plein de choses différentes, et ça a été vraiment comme ça, c'était de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce que nous on est en mesure de fournir, qu'est-ce qu'on peut apprendre rapidement. Par exemple, faire des petits montages à 2 balles sur notre téléphone pour des vidéos. C'était un peu ça, quoi. Ça a été traité dans l'urgence. Et c'était drôle parce qu'il y avait vraiment ce côté un peu complètement dystopique entre je suis entre la montagne et ici, avec plein de monde pour un événement qui aura peut-être pas lieu durant cet été, et en même temps il faut que je gère ma salle qui est peut-être en train de faire faillite, j'en sais rien. C'était très très fou. À ce moment-là, on savait pas encore. Non, on savait rien. Ouais. Mais c'était cool dans le sens que l'équipe était à fond dedans, et puis moi c'est la chance que j'ai ici, c'est que j'ai des gens qui, j'ai l'impression, tiennent beaucoup à ce métier, tiennent beaucoup aux gens qu'on encadre au quotidien, et donc ils sont extrêmement proactifs, autant pour les solutions que pour essayer d'apporter de nouvelles idées. Donc c'est très stimulant. Moi je suis dans une année qui est charnière d'un point de vue personnel, je suis en transition sur plein d'aspects, et ce qui fait qu'il y a plein de choses qui de mon côté n'ont pas été à la hauteur des standards que moi je me fixe, et c'est une chance énorme d'avoir ces 2 personnes, et bientôt 4 là, parce que Kevin et Gary, ils ont été au taquet, ils sont très créatifs, ils apportent plein de trucs, et quand moi j'ai un petit coup de mou de ce point de vue là, et je sais que j'ai aussi des gens derrière qui tiennent la baraque, et puis ça fait du bien, quoi. Toi, ta répartition du temps aujourd'hui entre tous tes projets et les différentes gestions que tu as à faire, ça ressemble à quoi à peu près ? Survie. C'est vraiment de la survie. Le problème, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 2 ans de Covid, je pense qu'on peut vraiment faire une parenthèse vraiment de 2 ans, il y a eu plein de choses qui se sont arrêtées. Et moi, je ne me suis pas spécialement arrêté, c'est que j'ai continué à lancer des projets, à rejoindre des projets qui avançaient déjà. Et donc, quand tout a repris, il y a un peu tout qui a repris d'un coup. Et moi, j'ai eu une opportunité professionnelle en radio qui s'est présentée, quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, que j'espérais depuis très longtemps. Et j'ai pris ça avec tout le reste. Et donc, du coup, je me suis retrouvé justement, c'est pour ça que je parle d'une année de transition, avec plein de projets hyper intéressants, mais en gros, du lundi au dimanche, des trucs, et du matin au soir, et c'est là où ça a commencé à être très très compliqué. Donc je pense que pendant bien 8 mois, ça a été vraiment en mode survie, et là je le sens physiquement, je suis plutôt fatigué. Le fameux principe des graines qui poussent tout en même temps. Voilà, c'est ça, tu plantes un peu partout, et puis ça pousse, et alors il y a des trucs qui n'ont pas du tout pris, et il y en a qui ont pris un petit moment, mais en tout cas, quand les choses ont prise, celles qui ont prise, elles se sont retrouvées vraiment en même temps. C'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. Oui. Et donc là, ça a été un mode survie. Maintenant, l'organisation, ça va être pour la suite de mieux déléguer, je pense, dans la salle. Parce que ça, c'est aussi un truc, j'en suis conscient, je l'ai étudié, mais déléguer quand c'est ton bébé et quand tu as envie de faire des choses, c'est pas toujours évident. Accepter aussi que je suis moins sur place, et que donc, du coup, je dois accepter tout ce qui va autour. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je connais pas, c'est-à-dire dans mes clients et clientes, ce qui n'était pas le cas avant. C'est qu'il y a des gens que je ne vois pas, et c'est un truc qui n'est pas évident pour moi, parce que c'est un petit business, et puis c'est un business où on est avec les gens, et quand on le fait, souvent on le fait pour les gens. Donc il y a plein de choses que moi je dois accepter de mon côté, mieux déléguer. Et puis ensuite, dans l'idée, ça devrait être, j'ai ce métier à la radio qui est du lundi au vendredi, donc ça c'est fixe. Et ensuite c'est d'avoir des blocs dans mes semaines, des blocs, tel jour je travaille sur plutôt la partie stratégie, tel jour je travaille plutôt sur la partie gestion de la clientèle, et puis essayer d'être un peu plus efficace là-dedans. Précisément, j'ai très peu d'idées comment je vais organiser ça.
Mais là, ça commence à aller mieux. Et je pense que ça a été aussi le fait de commencer à dire non à des projets. Ce qui n'est pas évident pour moi, mais de commencer à dire non, ça je peux pas ou ça je peux plus. Et je pense que je fais un meilleur choix maintenant et je commence à un peu mieux gérer ma santé là-dessus. Est-ce que ça veut dire que tu commences à te fixer peut-être des objectifs, alors sans parler des fameuses méthodes OKR et autres qu'on utilise pas mal, mais voilà, se fixer des objectifs sur 3 mois, sur 6 mois et dire ça peut permettre de temporiser aussi, de gérer l'impatience? Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. C'est vrai que c'est marrant parce que j'ai étudié tellement de modèles différents et moi j'ai toujours été une personne très intuitive, donc je trouve très cool d'avoir vu des modèles et de voir ce qui se passe. Mais moi j'ai besoin de tester les choses et de voir si ça fonctionne ou pas. Et même quand moi je suis vraiment cet enfant où tu lui dis mets pas la main sur la plaque chaude, tu vas te brûler, et je le fais parce qu'il faut que je le comprenne. Ou alors je le fais parce qu'on me dit qu'il faut pas le faire. Donc du coup, j'ai pour le moment très peu. C'est-à-dire que j'ai des objectifs très long terme. J'en ai quelques-uns un peu plus courts, mais j'échelonne pas. Et j'essaye d'avancer à la vitesse la plus rapide possible là-dedans. Donc je pense qu'à terme, il faudrait que je sois un peu plus cohérent là-dessus. Mais comme je suis très instinctif, j'essaie aussi beaucoup d'essayer des choses en permanence. En fait, c'est le gros avantage de ces petits modèles d'affaires, je trouve. C'est que pour avoir travaillé dans des structures beaucoup plus grandes, ici, s'il y a un truc que j'ai envie d'essayer, je l'essaye. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et puis c'est pas grave. Dans d'autres structures, ça demande l'approbation de plusieurs personnes, ça demande des heures de discussion. Là, ici, on a la possibilité d'aller vite. On a une idée, on essaye. Ça marche pas, tant pis. Puis si ça marche pas, en fait, c'est même cool parce que ça n'a pas marché. On peut apprendre quelque chose. Je trouve que c'est très difficile, et ça c'est un de mes mentors qui disait toujours, c'est très difficile de débriefer une réussite. Je veux dire, quand ça marche, c'est extrêmement dur de dire ça a marché parce que. Par contre, quand ça n'a pas fonctionné, c'est beaucoup plus facile d'analyser. Donc je trouve que l'échec là-dessus, ou en tout cas ce qui ne fonctionne pas, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Après, il faut l'encaisser. Mais... Est-ce que c'est plus difficile de déceler ce qui a fait marcher une réussite, ou est-ce que c'est que quand ça marche, du coup, on ne se pose pas forcément la question? Probablement les deux. C'est clair que humainement, quand ça fonctionne, tu as envie un peu de le... Enfin, tu as envie, je sais pas, je peux pas faire une généralité, je peux parler que pour moi, mais les choses qui fonctionnent facile, j'ai tendance moi à lever le pied. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, où il faut redoubler d'efforts et puis se concentrer encore plus dessus. Tandis que quand quelque chose ne fonctionne pas, ben, tu n'as pas le choix, quoi. C'est, soit tu fermes les yeux et puis tu rentres dans le mur, soit tu dis, bon, ben, ça ne marche pas, on va trouver une solution. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a peut-être de la psychologie humaine là derrière, il y a peut-être plein de choses. Mais en ce qui me concerne, c'est clair que j'aime l'échec pour ça. Ouais. C'est sûr que ça va t'obliger à poser des questions. Je fais souvent le rapprochement avec la boxe, puisque je pratique plutôt la partie boxe, kickboxing. Quand tu gagnes, ou en tout cas les gens qui gagnent souvent se posent moins la question de pourquoi j'ai gagné. Et après, bon, il y a l'ego évidemment qui rentre en ligne de compte aussi parfois. Quand on perd, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se poser la question et du coup on est un petit peu obligé quand même d'aller chercher, et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de se poser aussi plus les questions de qu'est-ce qui fait que ça a marché, pour aussi pouvoir reproduire après, pourquoi pas, réutiliser, voir ce qui était du fait du contexte, voir ce qui était du fait de la structure, et pourquoi pas prendre ce qui a marché pour refaire. Ah, à fond, je pense que c'est très très bénéfique. Après, je te cache pas que moi je pense que ça m'ennuie. Ça m'ennuie énormément d'analyser des trucs qui fonctionnent. J'en suis conscient, je pense que je devrais le faire plus, je devrais être mieux organisé sur plein d'aspects et tout, mais moi ça m'ennuie. Et là-dessus, je sais que je suis très gamin parce que les choix que j'ai faits professionnels, en fait, je fais que des trucs qui me font kiffer pour le moment. Alors, je conçois la notion qu'il y a plein de choses que j'aime pas là-dedans que je dois faire, et je les fais. Mais j'ai la chance de vivre actuellement un mode de vie dans lequel j'enchaîne des projets qui me passionnent et me fascinent. Et donc c'est vrai que je suis très dans une recherche constante du kiff dans ce que je fais. Et je pense que dès que je m'ennuie ou dès que quelque chose ne me plaît pas, j'ai tendance à passer à autre chose. Alors là, j'ai de la chance d'être dans des projets qui m'intéressent depuis longtemps et qui me font vivre et que j'adore. Mais c'est vrai que j'ai pas... On en parlait hors micro tout à l'heure, mais j'ai pas un besoin énorme de vie sociale parce que j'ai l'impression de retrouver la vie sociale, l'épanouissement dans les activités que je pratique. Donc du coup, j'ai une espèce de grosse forme de plein d'activités différentes qui me nourrissent tellement que du coup, je fais beaucoup de choses qui me plaisent. Alors du coup, analyser ce qui marche, ça me plaît pas. Je pense que du coup, je le fais pas assez. C'est ça le dénominateur commun en fait. C'est le kiff. Ah mais c'est que ça. C'est que ça. Et c'est vrai que
Après, je pense parce que j'ai aussi eu la chance de grandir avec plein d'entrepreneurs et entrepreneurs à côté de moi et plein d'amis de mes parents qui ont fait aussi autant ce qu'on appelle aujourd'hui des grandes carrières, mais qui veulent strictement rien dire parce que quand on voit l'état des personnes en fin de carrière, on se dit que c'est pas forcément des grandes carrières, mais qui ont atteint des postes qui peuvent forcer une certaine admiration. Et en fait, j'ai grandi avec des gens autour de moi qui ont fait des burn-out, des gens qui n'étaient pas heureux ou pas heureuses, qui se réjouissaient de la retraite. Et moi, en fait, ça m'a angoissé cette notion de si je dois passer, je sais pas, 50 ans de ma vie ou 60 ans de ma vie à faire des trucs que j'aime pas et que ça doit occuper la majeure partie de mon temps et que je dois attendre le week-end avec impatience et puis être en dépression tous les dimanches soirs parce que ça reprend derrière. Moi, c'est pas un mode de vie qui me fascine. Donc, j'ai tendance à plutôt me dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment? Qu'est-ce qui me plaît pas? Comment est-ce que je peux en faire quelque chose qui me plaise? Ou alors, comment est-ce que je peux m'en débarrasser? Alors, il faudra qu'on ait cette discussion dans 20 ans et se dire, est-ce que c'était un bon choix ou pas? Peut-être qu'en fait, dans 20 ans, je serai dépressif, burn-out, j'en sais rien. En tout cas, pour le moment, ça me fait kiffer et puis c'est cool. Je sais pas si on se fatigue moins à faire autant de projets. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Je suis pas sûre qu'on se fatigue moins et qu'on prenne beaucoup plus soin de notre santé. Mais on prend en tout cas beaucoup plus soin de notre mental, je pense, sur le moment, en tout cas dans l'instant. Qu'est-ce qui se passera dans 10 ans? On ouais, verra. c'est ça. Et en même temps, j'ai l'impression que notre corps, il réagit aussi beaucoup au plaisir qu'on prend dans la vie de manière générale. Je trouve qu'il y a des personnes qui ont des postes, des fonctions qu'on aurait tendance à admirer ou j'en sais rien. Et quand on voit leur état physique, leur état émotionnel, etc., on se dit que ça ne fait pas forcément rêver. Et d'autres personnes qui sont là et qui kiffent, qui ont un job à 50% et puis qui se contentent de très très peu. Et je sais pas, moi, c'est ces personnes-là que j'admire, quoi. Celles qui trouvent le kiff et puis qui trouvent une forme d'équilibre dans leur vie. Et... Enfin, je sais pas, moi, je pense que c'est ça que je cherche actuellement. J'ai la chance aussi de ne pas avoir un contexte trop compliqué pour le moment. Je sais pas, peut-être que si dans 15 ans, quand on en reparle et que j'ai 3 enfants, que j'arrive pas à gérer le truc et tout sera différent. Mais en ce qui me concerne aujourd'hui, en tant que personne, j'ai 31 ans, je suis en couple, tout se passe bien, j'ai la chance de faire des projets qui me plaisent. Enfin, j'ai l'impression que la fatigue est là, mais c'est une fatigue qui m'a l'air beaucoup plus saine. Alors on verra. Rendez-vous dans 15 ans. C'est ça. Ou peut-être moins, tu vois, si je m'en vais avant, je sais jamais, justement. Peut-être qu'en fait, dans 2 ans, ce sera fini. Mais... En tout cas, j'aurais kiffé jusqu'au bout. Non, c'est chouette. Et je pense aussi qu'il y a quand même un gros travail préparatoire, en fait, pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'il faut passer quand même beaucoup de temps, je pense, à se poser les questions de qu'est-ce qui est important pour nous, au final. Est-ce que ce qui est important, c'est l'argent, c'est le statut, c'est le kiff au quotidien, c'est la flexibilité du travail? Je pense qu'il y a beaucoup de questions personnelles déjà qu'il faut se poser à soi-même, se regarder dans le miroir et se dire ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Moi, je rabâche toujours le fameux why, pourquoi je fais les choses, l'ikigai, toutes ces choses-là que je répète tout le temps. Mais au final, il n'y a pas un parcours qui convient et de moins en moins. Et la période Covid nous a aussi montré que tout était flexible et modulable. Il n'y a pas un parcours. Par contre, il y a autant de parcours que de personnes. Encore faut-il prendre le temps de se poser les questions et être aussi honnête avec soi-même. Ok, l'ego, le statut, c'est important pour moi, donc je suis prêt à faire les compromis qui vont avec. L'argent, c'est important pour moi, et être capable de l'assumer aussi quand c'est ça. Et d'autre part, assumer aussi d'autres choses, d'autres compromis quand on veut faire autre chose. Justement, on parle de parcours, ça me permet de faire une magnifique transition sur le podcast que tu avais monté, je ne sais pas exactement quand d'ailleurs, Alter Echo. Ouais. Donc Alter Echo, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Qu'est-ce que c'est? Oui, Alter Echo, c'est né il y a 2 ans maintenant. Donc c'était un projet qui mûrissait depuis 3-4 ans, qui a été accéléré par le Covid du coup. C'est vrai que moi je suis un très gros consommateur de podcasts, mais vraiment je crois que j'écoute que ça, pour ainsi dire. Un peu de musique, mais majoritairement des podcasts. Et sur des thèmes qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. J'aime beaucoup les podcasts d'humour, j'aime beaucoup les podcasts sociétaux, donc un peu sur les questions existentielles que les personnes privilégiées dont je fais partie se posent aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Autant des trucs de science, enfin voilà, bref, je suis très curieux et donc sur mes podcasts on les retrouve. Et je m'étais dit, ben voilà, moi je suis passionné par ça, j'ai envie de fonder un podcast, j'étais intéressé par la préparation physique. Et à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de podcasts de gestion de salles de sport aux États-Unis et il n'y avait rien qui me convenait dans ce qui se faisait au niveau francophone. Et je me suis dit, ben tiens, on va
on va rentrer un peu dans le business de la préparation physique, qu'est-ce qui gravite autour, comment est-ce qu'on peut faire un petit peu tout ce genre de choses. Et puis du coup, je me suis lancé là-dedans, j'ai commencé à interviewer des personnes. Et l'idée, c'était simplement de mettre en avant des parcours, de parler un peu des challenges, toujours avec une thématique en rapport un peu avec la personne. Que ce soit ouvrir une salle de sport justement en pleine période Covid, que ce soit donc de gérer plusieurs salles en même temps, etc. L'idée, c'était vraiment de trouver un peu différents angles. Je suis parti là-dedans, je me suis passionné par ça, j'ai fait une saison et puis je devais lancer la deuxième saison en automne dernier et puis ça n'a pas été possible parce que je me suis retrouvé un peu surmené par tout le reste. Et puis du coup, l'idée c'est donc de remettre gentiment ça au goût du jour. Là ça a pas mal mûri parce que du coup le fait d'en faire une longue pause, ça m'a aidé aussi. Et donc maintenant, on va voir comment on arrive à réorganiser du temps pour relancer ça. Donc Alter Echo, ça va rester une plateforme sur laquelle on parle business surtout, business de salle de sport. Et puis on essaye de donner des clés aux personnes qui en ont besoin. J'aimerais bien traiter aussi des sujets qui sont peut-être un petit peu moins liés au milieu du business, mais qui sont très utiles dans l'interaction avec les gens. Parce que de nouveau, dans le positionnement que moi j'ai choisi, je suis avec des personnes qui ont des vies à côté, qui ont des métiers à côté. Et je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir être ouvert un peu à différentes thématiques pour pouvoir mieux répondre à cette clientèle qui arrive et qui a envie de discussion, qui a envie de parler, qui a envie de raconter sa vie. Et puis nous, derrière, on est de l'autre côté à devoir essayer de s'y intéresser un minimum. Qu'est-ce que tu cherchais exactement quand tu écoutais justement ces fameux podcasts anglophones ? Qu'est-ce que tu cherchais et que tu ne retrouvais pas du côté francophone ? Premièrement, me sentir moins seul, parce que je trouve que c'est toujours intéressant lorsque tu entends le parcours de certains et certaines, tu te rends compte que finalement il y a plein de choses que toi-même tu as traversées, qu'en fait d'autres traversent, et c'est normal. Et dans le monde anglo-saxon, on a beaucoup plus de facilité là-dessus à parler, j'ai l'impression, d'échecs, à parler des choses qui ne fonctionnent pas, et puis à donner des conseils. Et donc je me disais que ça c'était ce qui me plaisait beaucoup dans ce que j'écoutais, et que si ça me plaisait à moi, ça devait plaire à d'autres. Après, sur les autres questions que je me suis posées, c'était simplement, moi j'ai la chance d'avoir pu faire des études de management, donc d'avoir pu être confronté à plein de secteurs différents, d'avoir fait plein d'études de cas, d'avoir travaillé dans plein de structures différentes, des grandes, des petites, et donc d'avoir quand même, j'ai l'impression, un minimum de compétences et de connaissances sur certains aspects, et puis de me rendre compte que c'est essentiel en fait pour gérer un business. Et je pense que très souvent dans ces métiers passion, on se retrouve à se lancer dedans parce qu'on est passionné, mais sans un minimum de compétences, on peut se retrouver très vite seul. Et en fait, il y a plein de solutions, mais l'idée, c'est qu'elles soient partagées. Donc c'était ça, je me disais, peut-être que là-dedans, des gens vont trouver des clés, vont trouver des petites idées, ça va les motiver. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais quand j'en écoutais certains, donc je me suis dit, je ne dois pas être le seul. Et puis, vu les retours que j'avais, c'était effectivement le cas. Je pense qu'on aime entendre des parcours, on aime entendre des gens qui discutent d'un sujet, surtout quand ça nous concerne. Donc le plus on partage ces informations, le mieux c'est. Et puis au final, un truc que j'avais pas prévu, que j'avais pas du tout cherché là-dessus, mais qui est très évident lorsqu'on le dit comme ça, c'est qu'au final, ça m'a permis simplement d'élargir mon réseau. Pour plein d'aspects, je me suis retrouvé très vite. Quand tu lances ta salle, tu es un peu dans ton monde, tu as du mal à voir à l'extérieur, tu es complètement là-dedans. Et puis au final, ça fait du bien de sortir un peu, de rencontrer d'autres personnes. Et il y a plein de monde que je connaissais sur les réseaux sociaux. Et puis là, tout d'un coup, c'était simplement l'idée d'aller les rencontrer. Puis j'ai eu des coups de cœur. Enfin, il y a eu des gens que j'ai rencontrés comme ça et je me suis dit putain mais c'était génial. Et au final on y revient, c'est l'humain quoi, c'est ce qu'on a déjà nous dans notre coaching. Et là on le retrouve entre coachs, entre passionnés, on partage un peu nos galères et puis au final c'est qui est super, c'est qu'on parle des trucs qui marchent, ah mais tu devrais essayer ci, tu devrais essayer ça et il y a un aspect magique autant ce qui se passe derrière le micro que ce qui se passe hors micro. Et donc moi ça a été vraiment un monstre plaisir de rencontrer plein de monde et l'idée c'est de reprendre ça. Après je pense que c'est la raison pour laquelle moi mes podcasts je les fais qu'en présentiel, je fais jamais à distance parce que il y a un moment que je trouve très essentiel avant déjà et puis un moment après et puis ça crée un truc que tu n'arrives pas à faire différemment. Alors du coup ça me donne des contraintes sur le développement de ce podcast mais en même temps à chaque fois c'est un tel plaisir que ça en vaut la peine. C'est un besoin qui est toujours exprimé, tu penses, de la part des différents managers de salle que tu peux connaître ou des différents coachs, d'avoir justement ce genre de contenu. Tu parlais des retours que tu as eus. Tu peux nous dire un petit peu ce qui t'est remonté. Est-ce que les objectifs ont été atteints à ton avis et comment ça a été perçu ?
Ouais, de ce point de vue-là, j'étais très surpris parce que après, je croisais quelques personnes sur des événements CrossFit ou comme ça qui me disaient ah mais c'est toi Alter Echo, Pierre Cool, je me rappelle cet épisode. Et c'était intéressant parce que très souvent les gens me ressortaient des morceaux d'épisodes et très souvent c'était les morceaux qui moi m'avaient pas marqué. Et c'est là ça que j'ai trouvé fabuleux, c'est que moi il y avait des choses je ressortais et j'étais là mais ça c'est super, ce point particulier. Et en fait on parle d'autres moments de ce podcast. Donc au final ça veut dire qu'on a toutes et tous une sensibilité différente et c'est ça que je trouve génial. Il y a des choses qu'on entend où on peut s'identifier, on est là, ah bah oui, moi aussi j'ai traversé ça, d'autres ou pas du tout. Mais c'est intéressant quand même parce qu'on sait, on est à la place de l'autre, on comprend le challenge que cette personne a rencontré. Donc moi c'est surtout ça que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant, c'est quelle partie marquait les gens. Et puis les retours, je les avais de cette manière et je pense que ça fait toujours plaisir simplement d'entendre quelqu'un qui traverse un peu la même chose que nous, de voir comment elle se démerde face aux objectifs, face aux challenges qu'elle rencontre. Et puis nous, on s'imagine qu'est-ce qu'on aurait fait à la place. Et puis au final, moi, il y a plein de fois où j'ai entendu des podcasts ou des gens que j'ai rencontrés qui disaient des choses. Puis je suis revenu chez moi, je me suis dit putain, il faut que je l'applique. Il faudrait que j'essaye ça de mon côté, c'est génial. Et je pense que c'est que comme ça, on a un milieu dans lequel c'est encore très récent chez nous. En tout cas, chez nous, je parle du paysage suisse romand. Ça grandit gentiment, mais on est encore très dans une approche fitness conventionnelle qui est super à bien des égards. Mais il y a plein d'autres versions, il y a plein d'autres choses à faire. Et je pense qu'on gagne à toutes et tous être meilleurs parce qu'il y a encore beaucoup d'images très fausses sur notre activité. Les gens ont peur de franchir les portes de notre salle. Moi, régulièrement, j'accueille des gens ici donc, pour leur première session. Et il y en a qui me disent, ça fait 2-3 ans que je passe devant et j'ose enfin venir. Et moi, ça me fait un choc à chaque fois. Je me dis, mais putain, mais combien de personnes sont dans ce cas de figure ? Et c'est fou. Et donc, du coup, on a tendance à l'oublier parce que nous, on voit les gens qui viennent ici, des gens qui vivent ici, quoi. Et tout d'un coup, on se rend compte que c'est pas le cas. Alors, ouais, je pense que c'est important d'entendre ça et aussi le parcours de chacun et chacune. Beaucoup de coachs ont eu des vies avant. C'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui arrivent, qui ont été dans l'entrepreneuriat, qui ont été salariés, et ils apportent, ils ou elles, toujours quelque chose de leur métier précédent. Et moi, j'apporterai jamais la même chose que quelqu'un qui a fait sa carrière dans les assurances. J'apporterai jamais ce qu'un sportif d'élite apporte dans ce milieu. Moi, j'apporterai d'autres trucs. Et en fait, je sais pas, il y a une forme de cartographie comme ça, lorsque toutes ces personnes se mettent ensemble et racontent un peu ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles apportent, qui permet au final de créer la version ultime du service et puis de l'accompagnement de personnes là-dedans. Et justement, puisqu'on parle de partager des conseils et de rendre utile, si tu devais résumer, c'est toujours difficile, mais en 2-3 tips, quelque chose que tu as envie de partager avec les entrepreneurs ou les managers de salles qui nous écoutent ou les coachs qui nous écoutent. Je sais pas, il faut être patient, tout ce que je suis pas. Non, mais en fait, c'est marrant parce que quand tu commences, t'as plein de rêves, t'as plein de trucs qui sont cool, qui sont justes et en même temps qui sont complètement erronés. Et je sais pas, moi, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est juste, il faut attendre un peu et il faut le laisser faire. Faut planter une graine et puis tout faire pour que cette graine germe gentiment. Mais l'accompagner tranquillement et puis il faut faire une chier d'erreur et c'est le meilleur moyen. J'ai l'impression qu'on a toutes et tous un parcours qui est différent et que chaque conseil va résonner chez certains et certaines et chez d'autres pas. Moi j'ai l'impression en tout cas d'être de plus en plus serein, mais j'ai l'impression que ça avance aussi avec le temps et c'est parce qu'il y a eu plein d'erreurs, parce qu'il y a eu plein de choses que j'ai pas fait juste. Donc ouais, je dirais faut juste être patient et se dire qu'au final ça va bien se passer. Il faut aller tranquille et puis il faut essayer. Surtout, il faut essayer. Et puis, si tu fais les choses un peu avec du cœur et que tu as vraiment à cœur que ça joue derrière, il y a de fortes chances que ça tienne. Donc, je pense que c'est surtout ça, ouais, patience. Patience, c'est bien, la patience. Les cordonniers sont-ils les plus mal chaussés ? Non, mais moi, j'ai aucune patience. J'en ai aucune. Et je sais que quand je repartirai dans d'autres projets derrière, j'aurai aucune patience non plus. Et pourtant, ça marche. Bon, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est pas tant de la patience, mais c'est aussi de la go with the flow, un petit peu je plante une graine, je lance quelque chose et je reste à l'écoute des signaux, de ce qui marche, de ce qui marche pas et j'essaye de pas aller forcément contre l'univers ou contre tout ce qui se passe, mais surtout j'essaye de planter mes graines et puis regarder ce qui se passe sans vouloir forcer les choses, sans forcément que ce soit de la patience. Ouais, mais là où peut-être je faisais l'allusion à la patience, c'était plus l'aspect, je sais pas, quand on fait de la préparation physique, généralement les résultats,
c'est rare qu'on ait des résultats hallucinants en 2 semaines. Bien sûr. C'est souvent du travail de longue haleine, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. C'est que tu répètes des tâches tous les jours et tu essaies de les faire mieux. Et puis il y a des jours où tu les fais très mal parce que tu es fatigué. Il y a des jours où tu le fais très mal parce que c'est un jour sans. Et je pense qu'il faut être conscient aussi un peu de ça. Et puis te dire que c'est pas non plus grave dans le sens que le lendemain ou le cours d'après, tu as l'opportunité de remonter et puis de faire mieux. Et puis c'est un peu cette répétition de tâches, cette répétition de choses que tu fais avec du cœur qui au final donne quelque chose. Donc c'était plus dans cette optique-là de tu vas ouvrir ta salle, tu vas espérer le jour même avoir 150 personnes qui te prennent un abonnement annuel upfront et puis que derrière c'est bon, toi tu vas pouvoir embaucher des gens et puis te mettre tranquille. Puis au final quand tu vas te mettre tranquille, tu vas te rendre compte que ça te manque, donc du coup tu vas pas être satisfait non plus. En fait voilà, il y a vraiment un truc de je sais pas, j'aurais tendance à dire vas-y, essaye, vas-y tranquillement, répète, et puis soit tous les jours au top, ou au mieux que tu peux, et puis derrière, il y a bien un moment où ça va aller, et puis au début, ça va être long, puis c'est normal, enfin, surtout si tu commences de zéro, enfin, c'est quand même hallucinant. Ça prend du temps. Ça prend du temps, et ça demande aussi, c'est vrai, de la remise en question permanente. Il y a une question que je pose toujours parce qu'on arrive gentiment, on parle beaucoup. Mais pardon, c'est vrai, je tendance à trop parler. Non, c'est très intéressant et je t'ai pas coupé justement exprès, mais on a plein de choses à dire et je pense que sur ces sujets-là, on pourrait parler encore 3 heures. Donc pour le bien de nos auditeurs, on va arrêter bientôt. C'est mieux, effectivement. mais on pourra refaire différentes parties. Podcast Guillaume, part 1, part 2, part 10. Non, la question que je pose toujours avant de clôturer l'épisode, c'est à ton avis, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le business, dans la communauté, dans le milieu du fitness ? Tu peux choisir toi-même de segmenter géographiquement, par activité. Tu choisis l'angle que tu veux à cette question et tu peux répondre librement. C'est une bonne question et elle est très complexe. Je sais pas, moi j'ai l'impression. J'aurais tendance à dire peut-être que ce qui manque le plus, c'est une forme de comprendre qu'avant tout, je pense que ce qu'on fait, en tout cas dans le segment dans lequel moi je suis, parce que je ne peux pas parler pour tous les segments, la préparation physique, ou en tout cas les salles de sport, il y en a finalement autant que de business, mais c'est vrai qu'on travaille avec des gens qui ne sont pas aussi passionnés que nous par notre activité, et on a envie de les emmener quelque part. Et on a envie d'être extrêmement pointu, on a envie d'être, on a une vision très idéalisée de ce à quoi on aimerait que ressemble tel mouvement ou tel entraînement ou telle personne. Et je pense qu'on a tendance à oublier que pour beaucoup de ces personnes, si nous on ferme, elles vont juste à côté, elles vont ailleurs et puis elles vont continuer à faire quelque chose, peut-être ou peut-être pas. Qu'elles sont chez nous, c'est un peu un marqueur de confiance et qu'on a une chance folle et qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, il faut qu'on soit le plus possible à leur écoute, qu'on soit en mesure d'avoir une discussion avec elle, qu'on soit en mesure de parler d'autres choses et qu'on comprenne que si elle arrive un jour en retard, eh bien, peut-être que c'est pas sa faute parce que je sais que ça peut agacer quand quelqu'un arrive en retard, moi le premier, mais on ne sait pas, cette personne si ça se trouve elle a bravé tous les éléments, elle a franchi une tornade pour être là et puis nous on lui dit écoute t'es en retard, donc je pense que on a tendance à parfois oublier que c'est du service avant tout et puis que si on met le client au cœur de notre projet, il y a de fortes chances que derrière il nous le rende. Et ce que je trouve assez fou avec ce métier, c'est que les jours où on n'est pas bien, il y a souvent un truc qui se passe. Il y a une personne qui arrive et qui fait du bien à notre journée, c'est un de nos clients, une de nos clientes. Ça peut aller dans le sens inverse aussi. Mais je sais pas, peut-être qu'on met pas assez le client au centre du truc et qu'on met trop nos compétences personnelles, notre envie de bien faire, ce qui n'est pas un mal, mais qu'il ne faut pas oublier que telle ou telle personne est là, c'est un miracle potentiellement qu'elle soit là et puis c'est à nous de tout faire pour qu'elle revienne et que derrière si elle n'a pas fait juste, peut-être qu'on devrait se remettre plus en question. Moi j'essaie beaucoup en ce moment, c'est pas toujours évident, il y a de l'ego derrière, mais de me dire cette personne fait faux, mais si elle fait faux, il y a de fortes chances que moi j'ai mal communiqué, il y a de fortes chances que j'ai pas trouvé les mots et finalement c'est ma responsabilité en tant que coach quoi. Donc voilà. Chouette. Belle image à partager et à partager aussi j'espère avec pas mal de coachs et d'entrepreneurs peut-être qui nous écoutent. Ça c'est ces sujets-là qui sont hyper importants et au final bien au-delà de la technique du coaching. Est-ce que c'est des sujets que tu as l'occasion d'aborder avec des gens de la communauté ? Est-ce qu'au contraire, comme tu dis, quand on gère une salle, finalement on est un peu enfermé dans sa salle parce qu'on n'a pas le choix ?
Moi, j'ai l'impression que je parle que de ça, mais je pense que toutes les personnes autour de moi diront que je parle pas assez de ça. Donc, je pense que ma vision sera complètement biaisée. Mais ouais, je sais pas, c'est hyper important. Il y a une phrase que je répète toujours à mon équipe. Je crois qu'ils en ont tellement marre de l'entendre. Mais c'est une phrase qui m'avait été dite. C'est une des phrases de l'école hôtelière qui est très très forte et qui dit: vous n'aurez jamais de seconde chance pour faire une bonne première impression. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça, on peut l'utiliser dans tellement de secteurs différents, dans tellement de milieux différents, dans tellement d'approches différentes. Donc, ouais, je réponds pas du tout à ta question en fait, non? Je l'ai complètement contourné. J'ai complètement contourné ta question. C'était quoi ta question déjà? Ma question, c'était est-ce que tu as des occasions d'échanger sur ces sujets-là avec d'autres coachs ou d'autres managers de salle? Oui, dans le cadre de podcasts comme ça, effectivement, ou quand on se rencontre. C'est vrai que les 2 dernières années ont été un peu maigres en rencontre de ce point de vue-là. Et puis de nouveau, je pense qu'on travaille toutes et tous un petit peu trop dans notre propre milieu. Il y a peu d'occasions de se rencontrer et on prend peu ces occasions aussi, même quand on pourrait le faire. Donc je pense qu'on gagnerait à le faire un peu plus. Mais oui, j'ai l'impression que quand je peux, j'en parle. Mais soit je dois saouler les gens avec certaines approches, soit je dois pas en parler assez. Top. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, Guillaume. Pour ceux qui veulent découvrir CrossFit Morges, donc comme son nom l'indique, c'est à Morges. Exactement. Vous retrouverez CrossFit Morges sur Instagram, sur Google. Oui, voilà, tapez CrossFit Morges, ça doit être quelque part. Actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est, je pense, la salle la moins active sur les réseaux sociaux, mais on existe toujours beaucoup et puis on se concentre beaucoup sur les gens en interne, très peu en externe pour le moment. Voilà, c'est un super endroit à découvrir. Et pour nous, si vous voulez partager un petit peu vos avis sur le podcast, notre Instagram, c'est FindSport, Find avec 2 I. Et on se réjouit du prochain épisode. Merci Guillaume. Merci à toi.